notre profil de sol est creusé. Fait que là, on veut faire comme un scan. On veut aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe là, sous nos pieds. Par exemple, ici, on a l'horizon AP qui est beaucoup plus foncé, qui est enrichi de matière organique, qui va être souvent de couleur dans les teintes de brun à brun foncé. C'est l'horizon qui est travaillé mécaniquement, tandis qu'ici, on a vraiment l'horizon naturel de notre sol, c'est-à-dire on va avoir le matériel originel de mon sol. Donc, sur quoi il a évolué. Là, je vais vous montrer comment prélever un échantillon pour identifier la structure de notre sol. Avec notre couteau, dans le fond, on va l'enfoncer dans le sol, puis on va essayer de sortir un bloc de sol, à peu près une dizaine de centimètres. Puis ensuite, on va essayer de l'étendre. Vraiment, on va le manipuler un peu pour faire ressortir les agrégats de sol, mais sans non plus les détruire. Donc ici, je suis vraiment dans la première portion du AP, de l'horizon de surface. Maintenant, je vais aller un petit peu plus en profondeur, vraiment dans la partie inférieure de mon horizon AP. Je vais refaire la même méthode. J'enfonce mon couteau dans le sol et ensuite, je vais prélever cet échantillon-là que je vais manipuler légèrement. Pour faire ressortir la structure naturelle du sol. Et là, rapidement, je me rends compte que oui, dans mon horizon de surface, j'ai deux structures différentes, que ça vaut la peine d'identifier, de noter la profondeur. Je pourrais prendre une photo de ces deux échantillons-là qui représentent la surface de mon horizon AP et la partie inférieure. Et là, on voit qu'il y a vraiment une différence quand même assez importante. Et même, ce que je pourrais faire, c'est mettre tout mon profil sur le même carton. Puis là, bien là, ça parle. Donc, la première structure qu'on rencontre, puis on sait qu'ici, il fait peut-être un petit peu d'erçage, tout ça, c'est une structure qui est quand même assez ronde, hein, qu'on appelle polyédrique subangulaire. Je vous dirais de grosseur moyenne, mais qui n'est pas très stable. Donc, on n'a pas un degré de développement qui est très, très fort. On est dans un sable, donc on a très peu de matière organique. Alors, c'est pas des... ça ne donnera pas une structure qui est très résistante. Naturellement, les sols sableux sont comme ça, donc on n'est pas tellement surpris. Ici, même dans un sol sableux, on peut avoir une structure qui est un peu plus dégradée, qu'on retrouve ici. On voit que la structure elle est déjà beaucoup plus grossière dans la partie inférieure de mon horizon AP. Et ensuite, bien, ça coupe vraiment au couteau. On a une structure qui est particulière, c'est-à-dire chaque grain de sable va être visible à l'œil nu, donc ne sera pas rattaché, ne sera pas lié à un agrégat de sol. Il y a d'autres types de formes d'agrégats qu'on va retrouver dans certains types de sols plus fréquemment. Souvent, dans nos sols argileux, on va retrouver du polyédrique angulaire, c'est-à-dire que ça va ressembler plus à des petits cubes. Souvent en profondeur aussi de ces sols-là, quand ils sont bien perméables, on va retrouver aussi une structure vraiment grumeleuse, chose qu'on aimerait avoir un peu partout, donc une structure qui est très, très ronde, qu'on appelle granulaire, des petites granules. Dans les sols argileux, on sait aussi au niveau de la résistance, là, au niveau du degré de développement des agrégats de sol sont beaucoup plus résistants du fait que les particules d'argile vont aider là, à la résistance là, de ces sols-là. Il y a souvent un peu plus de matière organique aussi qui va aider à lier tout ça. Dans nos dépôts plus limoneux, on va avoir tendance souvent à rencontrer des sols qui ont une structure un peu plus lamellaire, lenticulaire, donc façonnée sur un plan horizontal, donc un peu feuilletée. Évidemment, cette structure-là va avoir un impact sur l'écoulement de l'eau et même le passage des racines. Mais ça, c'est quand même naturel. C'est sûr que si on les compacte, ces couches-là vont devenir encore plus imperméables. Ils sont sensibles à ça. Donc, on va évaluer le nombre de pores qu'on va retrouver aussi dans chacun des horizons identifiés. Ça va témoigner un peu de l'impact des racines, des vers de terre aussi. Ça va nous aider à identifier son état de santé, très certainement. L'autre chose qu'on va regarder, bien évidemment, c'est l'état des racines. Il faut bien connaître un type de racines qu'on va retrouver. Il y a des racines parfois qui sont plus en surface, des racines qui sont plus en profondeur, mais encore là, on va voir, des fois, il peut y avoir des racines bifurquées, des fois, il peut y avoir beaucoup de petites racines. Au Québec, l'expérience des profils de sol sur de nombreuses entreprises agricoles nous permettent de classer des problèmes les plus fréquemment rencontrés dans nos sols. On peut les énumérer un peu ici, là.
par exemple, des coups de main hypodermiques. C'est un phénomène qui se produit dans les champs qui sont en pente et qui amène de l'eau, qui suinte sur la surface d'un horizon qui manque de perméabilité, puis qui amène de l'eau vers le bas de la pente, puis qui va ressurgir plus près de la surface du sol. Un autre problème fréquemment rencontré, c'est la compaction. Le symptôme associé qui est la nappe perchée, c'est-à-dire que dans l'intérieur du profil de sol, on va avoir identifié une zone de compaction très peu perméable, puis l'eau de surface vient mourir là-dessus, puis empêcher l'aération du profil et tout ça. Et cette compaction-là peut avoir une profondeur assez importante aussi. Ça peut aller jusqu'à 50 cm dans le sol facilement, même 60 cm dans le sol. Les cuvettes importantes dans le champ aussi vont faire en sorte qu'on va devoir gérer de l'eau de surface qui, malgré qu'on aura amélioré l'infiltration du sol, il va rester un volume d'eau de surface suffisant qui va venir atterrir ou finir sa course dans des cuvettes qui sont importantes. C'est un autre problème qu'on va rencontrer qui va appeler des pratiques, des recommandations spécifiques pour corriger ce problème-là. Un autre problème qu'on rencontrait plus souvent à l'époque où il n'y avait pas de drainage souterrain, c'est la nappe phréatique trop élevée. C'est la seule situation qui va amener une recommandation de drainage souterrain où il y aura eu un problème avec le drainage souterrain existant, qui soit bloqué ou peu importe, qui fait en sorte que la nappe phréatique, l'eau souterraine, arrive trop près de la surface. Son cycle, par exemple au printemps, où la nappe est la plus élevée, va faire en sorte qu'elle monte à l'intérieur de 24 pouces de la surface de sol. Ça, c'est ce qu'on appelle une nappe phréatique trop élevée. C'est un autre problème qu'on va rencontrer. Et finalement, les sols à structure instable, des sols de texture plutôt sablonneuse, qui ne conservent pas une belle structure de sol, sont très, très, très fragiles. Ça aussi, c'est un problème. Moi, j'appelle ça souvent la pulvérisation des agrégats, là, le phénomène qui fait en sorte que ces sols-là les agrégats dans ces sols-là sont tellement sensibles au choc de la pluie, par exemple, ou encore au choc des instruments aratoires que il suffit d'un seul événement pour qu'on pulvérise les agrégats. Donc, c'est des sols qui sont difficiles à gérer. On a de la difficulté à améliorer de façon durable la structure, mais il y a moyen de les améliorer quand même à court terme. Quand on retourne plus tard en saison, il n'est pas exclu qu'on fasse des observations de mouvement de nappe parce que quand on va détecter des marbrures, par exemple, ça peut être une indication de la hauteur de fluctuation de nappe. Mais même en absence de nappe, on peut, avec un peu d'expérience, après en avoir fait quelques-uns, on peut voir c'est où se situe le mouvement de la nappe dans ces champs-là, avec la couleur du sol. Si on a un horizon de marbrure, puis en dessous, c'est gris uniforme, même s'il n'y a pas d'eau, on est pas mal certain que la nappe d'eau remonte jusqu'à cette hauteur-là au printemps.